Bonjour Victoria, Salut Thierry, toujours en pleine forme? toujours en pleine forme et vraiment en super forme. Oui, je t'ai surprise à écouter une drôle de musique tout à l'heure. J'ai du mambo à fond la donf parce que je suis très contente parce que je vois qu'il y a plein de campagnes qui arrivent et ça me donne à la pêche parce que je me dis, bon, lundi c'est le début du confinement, ok, c'est pas tout à fait fini, mais bon, bref, c'est presque, c'est le début de la fin. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que je vois que les agences, elles font des mandats et que ça repart. Ça repart, donc ça me va droit au cœur. Vraiment, ça me fait très plaisir. Eh bien, c'est super. Et puis, à propos de repartir, ça y est, c'est reparti pour un Coming Mag Live. C'est le 31e du nom. On a un invité qui nous attend patiemment, qui a une super déco. Je vous laisse regarder derrière lui ce qu'il y a comme marque. On va d'ailleurs parler de marque avec lui. Mais avant que tu le présentes, Victoria, je vous rappelle que vous avez le droit de liker, vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de partager. Et on a un très grand merci à faire à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. On voit passer beaucoup de choses du côté de LinkedIn. Ça nous fait plaisir. Ça nous donne raison de faire ce rendez-vous. Et ce rendez-vous, c'est du lundi au vendredi à 15 heures. Mais place à notre invité, Victoria. De qui il s'agit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il s'agit de David Bader, de Bader Création. Voilà. David, tu es juste là derrière. Et puis, ça nous fait d'autant plus plaisir parce que déjà, tu as envoyé cette semaine un mandat, donc on voit que ton agence travaille. Et puis, autre raison aussi pour laquelle c'est intéressant de te parler aujourd'hui, c'est que ton agence fête ses 10 ans cette année. Donc, c'est une belle étape. Et en 10 ans, il s'est passé plein de choses. Avais-tu prévu ce coronavirus? Bonjour à vous, bonjour à tous. Non, c'est particulier, d'autant plus qu'on fête nos 10 ans là, pendant cette période, en mars. C'est vraiment là que tombe l'anniversaire. Donc, c'est un peu particulier parce que voilà, on avait envie de fêter, on avait envie de le communiquer, et puis on peut pas se voir entre nous. Et même parfois, le fait d'en parler en plein milieu de cette période, ça pouvait paraître un petit peu grossier. Donc, on a décidé de quand même en parler un peu. Et puis de fêter, nous, ces 10 ans. Et en 10 ans, il s'est passé plein de choses. Il y a eu des moments. Comment est-ce que tu qualifierais ces 10 ans? Parce que pendant ces 10 ans, il y a l'arrivée du digital qui est très fort et qui a aussi profondément changé la manière de travailler des agences. Toi, tu es une agence de branding, hein? Mhm. Ouais, alors je pense qu'il y a le digital qui est arrivé, qui a beaucoup changé de choses au début, en particulier avec la période du responsive, où finalement le challenge était assez technique et où on a énormément parlé de transformation, mais il s'agissait au final de refaire énormément de sites et énormément de plateformes pour les marques. Donc tout à coup, il y a cette question du responsive, du côté multiplateforme. Et puis, on est arrivé sur une période assez technique du digital, on va dire, où les agences se dotaient finalement de cette capacité à répondre à cette demande. Ce qui change beaucoup aujourd'hui, c'est que le digital, au niveau technique, technologique, est assez acquis, même si on peut toujours inventer de nouvelles campagnes avec de nouveaux moyens qui peuvent être très complexes à mettre en place, mais au final, on en revient au contenu avec les réseaux sociaux, avec aussi les capacités qu'on a aujourd'hui sur les sites et les capacités d'avoir de l'image animée. On change un peu ce paradigme parce que finalement, ça redevient de nouveau ce qu'on y raconte qui rend les choses assez intéressantes ou pas. Et au départ, on revient tout le temps sur cette histoire, c'est la marque. Et on voit là, il y a plein d'opérations ces jours-ci où les entreprises soit agissent pour le coronavirus, font quelque chose de particulier, mais en même temps aussi prennent ce temps de réflexion pour se repositionner. Est-ce que c'est le cas avec tes clients? Alors oui, c'est un petit peu la chance qu'on a. Je pense les agences de branding. J'entendais plusieurs de mes collègues qui disaient la même chose. On voit une nette différence entre les travaux de branding qui sont un peu des tâches de fond. J'aime bien dire souvent que c'est un petit peu comme l'or dans les crises financières. On se réfugie dans le branding quand nos campagnes sont un peu coupées. Je pense que c'est juste et c'est normal que les marques essayent de recapitaliser un tout petit peu sur leur marque pendant ce genre de période.
Et puis, on voit que c'est ce type de travaux qui continue là lors du Covid et qu'évidemment, tout ce qui est campagne photo, tout ce qui est campagne vidéo, tout ce qui fait qu'on doit se rencontrer est stoppé, tout ce qui est affichage est stoppé. Enfin, c'est très très logique, mais voilà, ça fait que chez nous, ça continue aussi et que je pense ce clash a été un petit peu moins brutal que les agences Purcom qui ont vu vraiment des campagnes annulées. Alors, moi, je me retrouve à avoir de plus en plus de temps à passer derrière la télévision. On fait un jeu ici à Coming Mag Live, c'est de compter le nombre d'annonceurs qui changent son fusil d'épaule, qui adaptent ses campagnes de pub. Alors, une question un peu récurrente ici dans les Coming Mag Live. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec un annonceur qui vous a demandé justement de changer un spot, une communication, un support publicitaire pour l'adapter à cette crise, parce qu'on voit effectivement de plus en plus d'annonceurs qui, on va pas dire surfent sur la vague, mais qui adaptent leur message. Est-ce que c'est le cas de certains de vos clients? Pas tellement chez nous, quelques annulations, oui, mais pas tellement ce genre de choses, sachant qu'on travaille beaucoup sur le capital de marque et qu'on n'est pas tellement dans cette configuration de campagne immédiate, si on veut bien. Donc on ne voit pas tellement ça. Voilà. Par contre, oui, sur les tâches de fond, on prend un peu plus de temps et on voit aussi que nos clients ont un peu plus le temps de se pencher sur ce genre de questions un peu plus à long terme, on va dire. Dans la construction de marque, justement, le positionnement et les valeurs de la marque sont clés, mais les valeurs changent. Enfin, l'ADN de la marque reste le même, mais ces valeurs doivent aussi s'adapter, être en conformité avec les valeurs de la société. Et là, comment est-ce que tu analyses? Est-ce que tu penses que cette période, alors certains la trouvent trop courte, peut-être trop courte pour tout changer, mais il y a quand même des éléments qui vont être beaucoup plus forts ou moins forts. Et comment est-ce que quelles seront justement ces lignes de crête que tu mettrais en avant aujourd'hui pour une marque? Alors, moi j'ai un tout petit peu l'impression, par exemple, ces 10 ans et des changements, que dans les changements des marques, c'est une ligne de fond qui est radicale depuis 10 ans. C'est que de plus en plus, on s'intéresse aux valeurs, on s'intéresse en fait à avoir un esprit de marque qui est actif, qui est vivace, moi j'aime bien le terme habité. Je trouve que les marques doivent être habitées, elles doivent incarner une vraie personnalité, mais c'est plus que ça, c'est un état d'esprit. Et si on est faux, si on ment, si on exagère faussement, si on se vante, au final, ça marche plus tellement, on le pardonne plus. Et les marques sont de plus en plus jugées et dirigées vers leurs engagements. Et ces engagements sont très très divers, mais finalement, on est aujourd'hui très radicalement et pénalisé très fort quand on a l'impression qu'on a un discours qui est faux. Je pense que cette crise est un peu un accélérateur sans doute parce qu'on a pu être agacé de voir qu'on ait des problèmes de médicaments, de ressources qui sont extrapolés dans d'autres pays, qui sont pas disponibles parce que finalement ce Covid nous force un tout petit peu à la proximité, nous force à redécouvrir, on en parlait en préparation, le petit boucher du coin, le fromager chez qui on va, parce que finalement ça devient très très compliqué d'aller dans les grands centres. Et voilà, après moi je suis grand optimiste sur la capacité humaine, mais un grand pessimiste sur ce genre de leçons. Et j'ai l'impression que au bout de quelques mois, on aura vite oublié tous les grands discours qu'on a eus pendant cette période. Par contre, je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond qui est bien, en fait, où on cherche des choses vraies, on cherche des valeurs engagées. Mais dans les usages, ce qui va changer, c'est que maintenant les gens ont découvert la force de la livraison à domicile. Et puis, tout d'un coup, on se dit c'est vraiment une utilité. Et plein de marques ne le proposaient pas. Alors, comment est-ce qu'on va aujourd'hui transformer? Parce que c'est quelque chose, on voyait très souvent. Moi, je parle très souvent avec des chefs d'entreprise qui, avaient déjà rechigné, arrivé sur des réseaux sociaux, ils comprenaient pas vraiment, mais bon, après, ils y sont mis. Alors, ils avaient un site, comme tu dis, après, ils avaient une application ou pas, enfin, du web, une application web, mais après, voilà, après réseaux sociaux. Et puis,
puis ce pas sur le e-commerce et sur aujourd'hui cette nouvelle façon de distribuer des biens, c'est quelque chose que le Covid a vraiment accéléré. Et là, comment est-ce que on peut intégrer ça dans l'offre d'une marque? Ouais, alors voilà, on verra on verra ce qui se passe après ça, mais je pense que si le Covid devient cyclique, comme certains disent, on risque de développer des nouvelles solutions, notamment pour les restaurants, par exemple. Si on espère qu'on trouve un vaccin et puis qu'on n'en parle plus assez rapidement, mais au final, si on devait avoir ce genre de limitation une fois par année, par exemple, j'imagine qu'un certain nombre de commerces seraient dans l'obligation de se réinventer. On le voit là, on l'a vu, on a certains restaurants qui proposent des menus à prix un peu plus bas pour compenser finalement leurs pertes. On peut imaginer que certains commerces deviennent vraiment un bouton on-off entre réalité et e-commerce. Je pense aussi que beaucoup sont essayés à la vente plus sur correspondance, à essayer d'acheter ou d'expérimenter des livraisons par Internet, alors qu'ils n'étaient pas sensibles à ça avant. Donc on risque de voir une différence sans doute. Maintenant, c'est toujours pareil aussi avec le digital. On avance, mais ça fait 10 ans qu'on parle de transformation digitale. Parfois, je suis assez surpris de découvrir où les entreprises en sont encore, même les grandes entreprises. Et je dois avouer que ça fait 10 ans qu'on dit que l'année prochaine tout va changer. Je trouve que ça va assez lentement. Donc on verra. Mais qu'est-ce qui bloque le plus pour ce changement? On va arrêter d'utiliser ce terme parce que c'est vrai qu'on arrive. Oui, on essaye de le virer, ce satané terme de transformation digitale, ouais, effectivement. Mais qu'est-ce qui fait que finalement, alors que tous les outils sont là, que ça demandait pas, oui, ça demande quand même des ressources, mais disons, voilà, chaque fois moins, chaque année, tout coûte moins cher. Toutes ces briques digitales, elles coûtent moins cher. Qu'est-ce qui bloque le plus par rapport à tes clients quand tu discutes avec eux? C'est au niveau de la direction ou c'est au niveau de l'implémentation à travers, je dirais, tout le middle management? C'est un rapport entre les deux. Pour les très grosses entreprises, c'est super, super difficile de gérer des sites de livraison, même pour ceux qui étaient les premiers. Enfin, tout changement devient très compliqué, devient parfois l'affaire d'un an d'études, de 2 ans d'études. Et puis, au final, c'est quand même un rapport entre l'investissement temps et financier et l'intérêt direct de ces changements. Donc typiquement, je sais pas, on a des sociétés comme le Shop qui étaient les précurseurs de la livraison à domicile. Je trouve que c'est un service qui est génial. Il y en a plusieurs aujourd'hui, mais on reste toujours dans une toute petite marge de la population qui utilise ce genre de service. Et la raison, c'est probablement que finalement, on a un frein à faire des démarches sur le digital, qui est une démarche, et puis qui fait qu'on va pas forcément sauter le pas. Tu penses qu'on aura aussi très vite fait de passer à autre chose, d'oublier cette urgence de s'intéresser à cette transformation digitale? Ça y est que je le réutilise moi aussi. Ces usages vont... Oui, on doit d'ailleurs arrêter de dire nouvelle technologie. Est-ce qu'on va aussi avoir la mémoire courte après le Covid-19 sur ces usages du numérique, d'après toi, ou à l'inverse, comme le dit le fondateur de la grande maison Slack, il sera impossible de revenir en arrière avec les notions de télétravail, de réunion à distance. Et puis là, bien évidemment, pour le thème qui nous concerne aujourd'hui, eh bien, l'usage du numérique dans sa communication, dans sa publicité, pour sa marque, etc. C'est une immense question. Franchement, on a 2 heures, il n'y a pas de souci. Non, la question est trop vaste. En fait, il y a plusieurs questions là-dedans, c'est-à-dire l'utilisation du digital pratiquement pour se faire livrer des marchandises ou pour commander des choses. On voit tous qu'on utilise à fond là en ce moment tous ces outils qui permettent de communiquer au niveau travail. On est tous aussi en manque de voir des gens en vrai. Enfin, moi, le pire, c'est vraiment des séances de présentation, des séances de workshop.
c'est pas sympa d'être devant un écran. On a envie de voir les gens, on a envie de sentir leur réaction. Quand on est devant un écran, on voit souvent son document, on voit même plus comment les gens réagissent derrière. Au niveau de l'équipe, on travaille très bien aussi comme ça, on s'est habitué. Donc, vous me posez d'ailleurs même plus la question de si c'était un grand, un grand changement. Non, ça n'en était pas un. Mais c'est vrai que ce qui nous manque, c'est simplement ces discussions. Il y a certains managers qui parlent des discussions autour de la machine à café, c'est super important, sur le balcon. L'ami de la photocopieuse, c'est ça qui non, mais c'est vraiment, voilà, ça fait partie de la vie. Donc tout ce qui est service digital par correspondance nous enlève aussi un tout petit peu ce petit plaisir de la rencontre, ce petit plaisir de sortir, de voir des gens. Donc voilà, je pense que c'est un frein. À part ça, on est quand même de plus en plus sur le digital, on regarde des films sur son téléphone, sur ses tablettes, donc le média digital est de plus en plus central, on fait plus tellement la différence entre, on parlait avant encore ou encore maintenant, souvent de communication classique ou digitale, on fait plus tellement de différence, on a l'impression qu'au final, de faire un poster ou de faire une annonce Google, c'est un peu pareil, c'est des visuels qui sont des visuels clés qui ont à peu près la même systématique. Alors, pour certains, on peut les animer, pour d'autres pas, mais finalement, la grande différence, c'est ce qu'on peut faire entre animation et statique. Et que ce soit digital, que ce soit print, ça change un peu moins. Et en fait, ce qui change beaucoup plus, c'est la capacité qu'on a aujourd'hui de raconter des histoires, de donner un tone of voice, d'essayer vraiment d'entrer dans l'histoire, dans la personnalité d'une marque. Et c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi que les marques qui auraient pris du retard, maintenant, si tu veux, le public se détourne d'elles parce qu'elles n'offrent plus tous ces services? Et c'est plus une question de digital parce que ça devient de la convenience. Et les gens aujourd'hui sont habitués à regarder sur un téléphone pour savoir si le magasin est ouvert ou pas, à pouvoir commander en ligne. Et tu vois, et si tu n'as pas tous ces services, et même pour des entreprises qui ne vendent pas des biens, mais qui sont plutôt sur du pur service, pas pouvoir à tout moment être en contact, de pas avoir un chatbot qui te répond, tu vois. Est-ce que ça peut donner l'impression qu'une marque n'est pas sérieuse? Parce que ou pas attractive. Moins attractive, parce que les gens ont tout essayé. Moi, je vois beaucoup de gens qui, pour eux, les visioconférences étaient quelque chose de totalement incompréhensible, ils ne savaient même pas que ça existait. Et puis maintenant, c'est devenu des pros des visioconférences, et puis ils sont devenus pros de plein de trucs. Puis ils s'aperçoivent que oui, c'est fait pour que ce soit très très simple. Donc tout le monde peut accéder à ça, et c'est le but. Et est-ce que moi, j'ai un peu l'impression qu'on va arriver à quelque chose de différent, c'est que tu veux joindre un médecin, tu peux pas lui laisser un message, tu te dis mais c'est pas possible, quoi. Tu vois? Oui, c'est vrai, et c'est spécialement vrai pour l'exemple que tu viens de citer. Mon médecin, je salue si par hasard il entend cette vidéo, ne veut pas avoir d'email, par exemple, c'est assez ennuyant, donc on doit toujours faire le téléphone et laisser des messages à ou envoyer un très fax. Compliqué, effectivement. mais oui, je pense qu'il y a plein de services qui sont pratiques. Maintenant, je ne sais pas à quel point vous utilisez les chatbots, par exemple, pour avoir des questions-réponses. Ouais, moi, je le fais. C'est intéressant, c'est un gadget qui nous donne un outil en plus. C'est un défouloir quand un truc marche pas et que tu veux poser une question et que tu vas pas faire le 0800 je sais pas quoi, eh ben t'écris un truc et t'as quand même quelqu'un qui te répond. Ouais. Je trouve que franchement c'est vraiment un plus. Alors c'est un plus et en même temps on a effectivement l'impression d'avoir un robot en face. Donc ça rejoint un tout petit peu cette dualité. On doit continuer à être vrai, à être présent, à être là en fait. Et si ce genre d'outils contribue à ce qu'on parle à des vraies personnes, à ce qu'on ait des vraies réponses et que ça fonctionne et que c'est suivi, c'est intéressant, comme les réseaux sociaux finalement. Les réseaux sociaux, Facebook sert parfois aussi à ça. Et c'est intéressant quand c'est actif, quand c'est vivant, quand c'est intéressant,
quand c'est beau, quand c'est émouvant, quand on sent qu'il y a une vraie émulation, et c'est vite dérangeant quand on sent que c'est une astuce pour combler le manque de présence qu'on peut avoir. Donc on revient toujours un tout petit peu à la même chose, c'est-à-dire rendre les marques vivantes, essayer de faire qu'on sente les personnes qui sont derrière, qu'on sente un état d'esprit, qu'on sente que les gens sont passionnés dans ce qu'ils font, qu'on arrive à identifier au final des êtres humains qui nous offrent quelque chose qui est fait finalement pour améliorer une partie de notre vie. On voit derrière toi, il y a des petites bouteilles de bière. Là, Thierry est un spécialiste, il va me dire ce que c'est. Oui, alors je les reconnais sans hésitation aucune. C'est nos amis de Saint-Maurice, l'abbaye du même nom, qui s'est lancé à faire de la bière. Voilà, c'est amusant effectivement de voir le petit village où j'ai grandi se lancer à faire de la bière de l'abbaye que vous pouvez voir, voilà, là, pile au centre de l'image. Tiens, c'est l'occasion, peut-être c'est ce que voulait demander Victoria. Comment on fait connaissance avec une marque comme celle-ci? Et puis, est-ce que on se retrouve à avoir un message, une approche qui est différente quand on est dans un produit émotionnel? Moi, j'ai toujours l'impression, quand il se boit, quand il se mange, le produit, il a déjà un avantage, il a déjà un acquis. Est-ce que ça change le discours de la marque, le fait qu'on soit déjà un petit peu plus concerné parce qu'on pourrait tous boire de la bière, par exemple? Alors, il y a une chose qui est différente avec tout ce qui a du packaging, c'est que c'est les seules marques finalement qu'on possède, qu'on peut tenir. Et le packaging, c'est quelque chose d'assez affectif. Donc chaque fois qu'on a un produit qui sort comme ça, ben voilà, j'ai une marque dans les mains. C'est quelque chose de concret. Il y a quelque chose de tactile. On a envie de les fabriquer comme des petits cadeaux en fait. Mais fondamentalement, c'est toujours la même chose. On vient de faire une identité pour une commune. Et le process est toujours le même, quel qu'il soit. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de découvrir ce que les gens, une commune, c'est très différent, mais on essaie toujours de découvrir ce que font les gens finalement pour leurs utilisateurs. Et c'est le même process, c'est-à-dire qu'on arrive à vendre des identités qui sont assez fortes quand on a compris qui sont les gens derrière une marque. Une commune est une marque dans ce sens. Et au final, dès qu'on arrive à intégrer des objectifs, une vision, une personnalité derrière une marque, on a quelque chose qui est assez vivant. Le cas de l'abbaye de Saint-Maurice, c'est vraiment un cas qui est génial parce que nos clients sont vraiment des chanoines. Donc, on est vraiment dans ce côté super, super authentique. Et voilà, on a fait toute cette étude avec eux en se disant, mais est-ce qu'on a le droit de parler de bière d'abbaye quand on n'a pas, finalement, comme en Belgique, ces centaines d'années d'expérience dans la brasserie de la bière? Et puis on a creusé cette question et on a vu les personnes qu'on avait en face qui sont alors vraiment des personnes habitées et puis qui ont une philosophie. Donc dans ce cas-là, l'état d'esprit était hyper puissant et on a choisi de vraiment jouer avec cette histoire de l'abbaye sur ces différentes bières. Donc sur chacune des sortes, on découvre un événement parce que c'est vivant chez eux, parce que c'est puissant, parce que les gens qui vivent dans cette communauté vivent cette histoire, parce que cette histoire est simplement incroyable. Et puis voilà, on a des bières qui sont habitées, et quand on a un concept comme ça qui est de dire on assume cette tradition qu'on a derrière nous, qui est multiséculaire, on finit par faire un produit aussi qui a un sens par rapport à ça. Donc typiquement, on a une bière blanche, on est allé chercher dans des parchemins les fermentations pour créer cette bière. Donc on a cherché vraiment ce rapport avec l'histoire. Et puis ça donne quelque chose d'assez touchant, d'assez vrai. Voilà, comme toujours, j'ai l'impression qu'on est assez fidèle en fait aux gens qui sont derrière un produit. Donc c'était une complète création de marque.
Oui, vraiment depuis le début, et de positionnement, on sait même pas encore tout à fait quelle bière on va faire, on va expérimenter, et puis voilà, ouais, voilà, on nous a même pas posé le produit sur la table, il n'existait pas. Je te l'aurais dit, hein, Victoria, s'il y avait déjà eu une Ouais. bière à Saint-Maurice, j'aurais été le premier au courant, effectivement. C'était plutôt à l'époque l'apanage des vins. C'est toujours un petit peu le cas en Valais, même si Saint-Maurice est avant le coude du Rhône, dans le Chablais. Moi, j'avais une question sur les 10 ans. Est-ce que tu as une vision, tu as un feedback à partager avec nous sur les 10 ans de l'évolution ou pas, de comment on aborde une marque, comment on l'accompagne, comment on travaille avec une marque. Est-ce que tu as pu voir des changements sur ces 10 ans que vous fêtez cette année, mais aussi surtout par rapport à la matière première qu'est la marque en général? Ah, ouais, moi j'étais dans un grand groupe hein, qui s'appelle CBA. Et dans ces grands groupes, on allait quand même assez loin en branding et on était assez loin en stratégie parce que voilà, c'est des gros groupes qui ne font que ça et qui travaillent de manière internationale. Ce qui a vraiment changé, c'est que je pense que tout au début, il y a une quinzaine d'années, le branding, c'était un petit peu du graphisme sur la marque. Donc, on faisait un joli logo, on mettait des couleurs, on essayait, pour les plus créatifs, de créer un langage graphique autour de ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin et que le branding vient souvent bien avant la com et sert à définir pas seulement le graphisme, un logo, des couleurs, mais vraiment toute la manière dont la marque va s'exprimer. Et ça veut dire le choix des médias. On fait aussi très régulièrement aujourd'hui du tone of voice, donc on personnalise tellement la marque qu'on définit en création comment la marque devrait s'exprimer. Donc avec quels mots, avec quel type d'intonation dans son langage. Et on joue avec nos clients à ce jeu, c'est-à-dire à apprendre finalement une certaine manière de parler en fonction de la personnalité qu'on veut attribuer à la marque. C'est un jeu qui, je pense, amuse beaucoup, qui donne envie aux gens de communiquer plus, de créer plus. Et évidemment, il marche de nouveau à partir du moment où il est assez sincère avec l'état d'esprit qui règne dans une marque. Donc voilà, je pense que le branding est de plus en plus central, il est de plus en plus présent, il est de plus en plus en amorce de la com. Il sert de plus en plus à créer la différence et puis je dirais des vraies stratégies de marque à moyen terme qui doivent influencer la pub, qui doivent influencer le type d'image qu'on utilise, le type de concept, le type de sujet qu'on va aborder sur les réseaux sociaux. Si on est cohérent avec une personnalité, c'est pas qu'une question de cravate, d'habillement ou de couleur de t-shirt, c'est vraiment ce qu'on nous dit, de quelle façon, voilà. David, on nous demande que tu la montres, que tu montres le packaging. Oui, on a 3 amateurs de bière dans la room, Non, parce que je pense Alex, que Alain et moi-même. on voit mieux le, Voilà, un peu plus bas. Voilà. le visuel. Non, voilà, non, voilà. Voilà, vous pouvez la voir. Tout ce que c'est là, juste comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de graphisme, et donc voilà, on en profite. Alors moi, j'ai vu la remarque, un clin d'œil au graphisme. Ouais, voilà. On félicite l'équipe et le directeur artistique qui est aussi à la création là-dessus. C'est une des choses qui est assez intéressante. On essaye d'aller assez loin dans le design, d'aller assez loin dans le visuel. C'est presque un gros mot de parler de beauté ou d'esthétique dans la com. Je me rappelle avoir parlé de ça dans une multinationale et d'avoir qu'on nous ait demandé un workshop où on devait donner 10 moyens pour rendre une marque plus humaine. Et il y en a un que j'avais mis, c'est faites des choses belles. Et quelqu'un s'est levé en me disant mais comment est-ce que vous osez dire ça? Le beau est tellement subjectif. J'ai dit non, enfin Apple a réussi à faire des beaux ordinateurs qui ont l'air très design et ils n'ont pas pensé que leur public était trop bête pour trouver ça beau. Mais rappelle-toi, c'est Steve Jobs qui devait imposer à tout le monde sa vision. Donc ça n'allait pas de soi. Et c'est parce que lui n'a jamais lâché. Alors c'est ça qui a changé en fait, en disant
C'est que j'ai l'impression qu'on connaissait déjà il y a 10 ans toute la théorie et tout ce qu'il fallait faire. Par contre, les bons cas, les cas des marques qui avaient réussi à l'imposer se comptaient vraiment sur les doigts de la main. Et chaque fois qu'on en citait une, telle que Apple, on nous disait oui, mais c'est parce qu'il y a un brand guardian qui est extrêmement fort chez Apple. Et qu'en fait, aujourd'hui, les marques ont appris, c'est-à-dire qu'on en voit pas mal de ces grandes marques qui ont vraiment un look très affirmé, qui ont vraiment un tone of voice, qui ont vraiment une identité qu'on reconnaît. On dit tout le temps chez nous qu'on devrait pouvoir enlever un logo et on devrait reconnaître une marque sans. Et même, si possible, on devrait reconnaître une marque sur un bout de phrase parce qu'on reconnaît le ton. Ça marche pour certaines d'entre elles et on commence à voir que c'est des process qui sont intégrés, intégrables et qui s'appliquent vraiment dans les marques. Pour le cas de la bière de l'abbaye, ça va être très facile, hein. Vous remarquerez la croix. Je vous laisserai aller dans vos Wikipédia et autres Google. Pourquoi la croix de Saint-Maurice ou la croix d'Agone pour les puristes a cette forme. Et vous aurez le droit de revenir en deuxième semaine pour nous expliquer pourquoi. Écoute. Je vous invite, quand le déconfinement sera total, d'aller visiter cette abbaye qui renferme un trésor des plus hauts en couleur, puisqu'effectivement, l'abbaye, déjà en elle-même, est impressionnante, mais le trésor qu'il y a derrière et l'histoire de Saint-Maurice est chargée de toutes sortes de symboles. Et moi, je suis très flatté de savoir que Saint-Maurice a maintenant sa propre bière, même si c'était pas une histoire de centaines d'années. C'était le vin, maintenant c'est la bière. Bravo à vous. C'était super intéressant. On va malheureusement devoir se quitter là parce qu'on va vous laisser travailler. Bien évidemment, il est 15h30 et passé. C'est l'heure de continuer votre après-midi. Un grand merci à notre invité. Allez, je vous le remets si jamais vous aviez pas retenu son nom, voilà, qui s'est plié à l'exercice effectivement de répondre à nos questions. On va aussi surtout souhaiter un bon anniversaire à Bader Création. 10 ans, ça se fête. Bravo. Voilà. Merci. Il n'y a pas les bougies et l'apéro, mais le cœur y est. Je pense que on aura l'occasion de fêter tout ça. Alors, pour terminer, on va te dire au revoir, hein, bien évidemment. Merci et puis une bonne suite d'après-midi. Victoria, on se revoit quand, nous, puisqu'effectivement... Demain. Encore. Demain. On parlera pas de bière et on parlera pas Saint-Maurice. Hein. On va parler de quoi? Parce que on a presque un scoop. On peut presque faire l'annonce de ce qu'il y a demain. On a envie de vous dire, venez au rendez-vous. Ils sont tous intéressants, mais on va juste dire le mot loutre. Voilà, on va vous donner un indice. Loutre. Voilà, demain 15h, Comin Mag Live. Portez-vous bien et à demain. Voilà. Ciao. Merci.